La réforme portuaire au centre de toutes les conversations, ici en Martinique, dans les couloirs de la rue Oudinot, également à Paris, enjeu de taille, tant le port représente un outil majeur pour le développement de notre île et aussi pour le bien-être des Martiniquais. Cette réforme de la gouvernance des ports nous concerne tous. Bonjour François Soulet de Brugière. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de l'Union des ports de France. La commission des ports d'outre-mer qui se réunit tout à l'heure à la Batelière fait partie de l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritime. Question toute simple, François Soulet de Brugière. Quelles sont les réelles différences entre les structures de nos régions et celles de la France hexagonale? Alors, si oui, il y a deux différences importantes. La première, c'est que comme vos structures administratives ne sont pas exactement calées sur celles de la métropole, il y a nécessairement une adaptation des ports ici, et quand je dis ici, c'est pour les ports d'outre-mer en général, bien sûr, qui est nécessaire, et qui va être d'autant plus nécessaire que vous rentrez dans une grande réforme. Donc, il faudra que les ports s'adaptent évidemment à cette grande réforme. La deuxième différence de taille, c'est que les ports d'outre-mer sont essentiels aux communautés qu'elles desservent, puisque quand vous n'avez plus de port, vous coupez tous les poumons, alors que quand on est en métropole, même si on coupe les ports, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, il reste encore beaucoup d'autres voies d'acheminement du fret. Alors, tout à l'heure, vous avez fait allusion à quelques spécificités de nos régions, et c'est bien pour ça que depuis juin 1996, il existe cette commission des ports d'outre-mer, une CEPOM, qui a pu peser sur cette réforme à venir. Oui, bien sûr, parce que justement, elle permet à des gens qui ont des problématiques identiques, ou tout au moins assez proches, de se parler, de se comprendre et de peser de tout leur poids sur les administrations françaises, mais également européennes, pour permettre un développement qui correspond aux attentes des populations qui sont derrière les ports. Alors, cette CEPOM a dit quoi au gouvernement dans cette structure, dans cette réforme à venir? De quoi faut-il faire, sur quoi faut-il mettre l'accent essentiellement? Eh bien, il faut mettre l'accent sur le fait que les trafics doivent rester fluides et que la gouvernance de ces ports doit être en adéquation avec la nouvelle ambiance de gouvernance des zones elles-mêmes. Quand vous dites que ça doit rester fluide, ça veut dire qu'il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de grève sur un port comme celui de Fort-de-France? Bien sûr, il y a des questions de grève, mais il y a aussi, pour la fluidité des trafics, il y a aussi des conditions administratives qui font que douanièrement, phytosanitairement et administrativement en général, le port doit rester quelque chose de simple et de compréhensible à la fois pour les compagnies maritimes et pour les chargeurs. Ce n'est donc pas encore le cas en ce moment. On peut toujours faire mieux. Vous savez, au niveau de l'administration française, on est bien servi. Et donc, on peut toujours aller vers plus de fluidité dans le sens que je viens d'expliquer. Alors, comment expliquer que les chambres de commerce et d'industrie de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion aient demandé un délai supplémentaire pour pouvoir mettre en forme, pouvoir mettre sur pied cette réforme? C'est parce qu'il y a encore tellement de choses à faire chez nous? Vous savez, pour ce qui est de la métropole, on a mis beaucoup de temps aussi. Et donc, on préfère se presser un peu moins, mais être sûr que ce qu'on met en place correspondra aux attentes que l'on a et aux espérances que l'on a pour les trafics futurs. Le discours politique du moment, puisqu'on va vers une nouvelle collectivité unique de Martinique, l'aspect représentativité des collectivités va peser sur cette structure qui va diriger le port? Vous en tenez compte parce que les choses évoluent? Oui, je sais qu'il y a un débat là-dessus, puisque entre autres les chambres de commerce demandent à avoir plus de représentativité que ce qu'elles ont. Ceci dit, il faut bien voir que un des éléments forts de la réforme de gouvernance, c'est que c'est l'État qui reprend la main. Et ce sera logique dans la mesure où ce sera l'actionnaire très largement majoritaire, si ce n'est unique. Donc c'est pas tellement le nombre de représentants de chambres de commerce qui va changer les choses, c'est la façon dont ils vont travailler avec l'État. Et un seul représentant qui porte une voix qui elle-même a du poids, ça sera pour moi aussi efficace que 3 personnes qui finalement n'auront de toute façon pas la majorité. Ça fait quand même un peu bizarre que l'État reprenne la main au moment où on parle un peu plus de décentralisation et par exemple dans nos régions lorsqu'on parle un peu plus de prise en main de nos affaires par nous-mêmes. Oui, je suis d'accord avec vous. On aurait pu trouver d'autres voies, mais je pense que c'est aussi la preuve que l'État a compris le rôle essentiel que les ports jouent, et donc il est prêt à mettre tout son poids dans la bagarre pour que, par rapport à nos concurrents, nous ayons des atouts extrêmement visibles de l'extérieur. Vous avez certainement entendu parler de ce concept qui a beaucoup été évoqué au cours des dernières années dès qu'il s'agit du port, la sanctuarisation du site. C'est quelque chose que l'État saura complètement prendre en main? Écoutez, je le souhaite. En tout cas,
qui concerne la sanctuarisation, moi ce que je ne cesse de répéter, c'est que les ports sont là pour 400 ans, voire 1000 ans. Donc il faut tenir compte de cette durée qui fait que les ports qui vont nécessairement évoluer auront besoin de toujours plus d'espace, ou d'espaces différents d'ailleurs. On voit bien que les ports sortent des centres-villes pour aller vers l'extérieur, et nous sommes très vigilants à ce qu'on nous laisse l'espace nécessaire pour protéger le futur des ports. Alors concernant cette nouvelle gouvernance à venir, on dit que le statut des établissements publics sera aligné sur le régime général des ports de l'Hexagone, sous réserve de certaines adaptations, et parmi lesquelles, c'est sur le document qui figure sur le site gouvernemental, contrairement aux dispositions régissant les ports de l'Hexagone, les activités de manutention ne seront pas exclues de la compétence de ces nouveaux établissements publics. Oui, enfin, chaque port est spécifique. Déjà en métropole, il y a quand même deux régimes. Il y a le régime des ports d'État, qui sont 80% de l'activité, et puis il y a le régime des ports concédés. Bon, ici on va être dans un troisième régime, si on peut dire, un peu intermédiaire entre les deux, et bon, on va tenir compte des spécificités de chacune des régions d'outre-mer. Et c'est dans ce contexte, François Soulet de Brugière, qu'on attend, toute la Caraïbe attend l'ouverture de cette troisième écluse du port de Panama qui devrait booster de façon considérable le trafic maritime dans nos régions. Vous avez entendu parler de ces concurrences entre les infrastructures de Guadeloupe et de Martinique. Celui qui sera plus à même de répondre à la réforme aura un point d'avance, aura une longueur d'avance sur l'autre, entre la Guadeloupe et la Martinique? Oui, je pense, entre Guadeloupe et Martinique, je vais vous dire, je crois que il faut aller dans le même sens que ce qui se fait en métropole, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une coopération régionale. Moi, je suis pour la création d'une commission interportuaire, de telle façon que les gens se parlent et qu'ils essayent d'avoir des investissements qui soient complémentaires. On ne peut pas dire commun, définitivement, et il n'y a pas besoin d'avoir une seule structure pour que les gens se parlent, qu'ils se comprennent, qu'ils s'apprécient, et qu'ensuite ils aillent, j'allais dire, à la bagarre ensemble. Dans le cadre d'une harmonisation, mais si on reprend les propos de Marie-Luce Panchard au cours du premier semestre, et Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer, il semblerait que cette réforme puisse rentrer plus rapidement en vigueur dès le 1er janvier de l'année prochaine. Et pour la Martinique, il y aura un délai supplémentaire de 6 mois. Encore une fois, chaque port sera traité spécifiquement. En tout cas, nous, c'est ce que l'on demande. Oui, mais là, les dés sont pipés à ce moment-là. Non, les dés sont pas pipés parce que bon, c'est quand même pas à 2 ans d'écart. Mais déjà actuellement, la structure du port de la Martinique n'est pas la même que celle de la Guadeloupe. Donc, l'adaptation à la nouvelle structure ne se fera pas de la même façon. La Martinique et la Guadeloupe sont en concurrence pour vous? Bien, pour l'instant, c'est assez net, et ça fait longtemps que ça dure, si je peux dire. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut créer une nouvelle ambiance, dans un nouvel environnement, de telle façon que les ports aillent ensemble se battre contre d'autres ports, d'autres pays qui ont très envie de nous prendre les parts de marché qu'on espère aussi avoir. Vous avez certainement en tête que l'association maritime de la Caraïbe vient de récompenser la Martinique en tant que port de conteneurs. Il y a 3 ans, c'était la Guadeloupe en tant que port multimodal. Et encore une fois, revenons sur les propos de Marie-Luce Panchard qui soulignait peut-être cette spécificité guadeloupéenne en disant que Pointe-à-Pitre travaille avec plusieurs partenaires, ce qui n'est pas le cas de la Martinique. Est-ce que c'est un désavantage pour Fort-de-France? Non, c'est pas un désavantage parce que on connaît déjà des situations semblables dans d'autres ports et je pense que la question ne se pose pas vraiment, quoi. Justement, il faut que l'adaptation de chacun soit fonction de son environnement actuel. Alors, on a parlé du port comme étant un outil de développement considérable pour notre île. Il sera forcément question du statut des personnels, puisque la CCM avait cette concession depuis déjà pas mal de décennies. Lorsque l'État reprend la main, qu'est-ce qui se passera pour les personnels de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique qui étaient dédiés à cette fonction du port? Les personnels seront, pour ce que j'en sais, parce que tout n'est pas encore fixé dans le marbre, mais les personnels seront repris par la nouvelle institution, exactement comme ça s'est passé à La Rochelle. Alors exactement, attendez, je veux dire, dans des conditions similaires à ce qui s'est passé à La Rochelle quand le port est redevenu un port d'État. On parle de cette réforme de la gouvernance. A-t-on un calendrier précis, puisqu'on parle de 2012, mais on sait surtout qu'il y a un calendrier très chargé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Comment faire adopter le texte très 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 vite pour que tout cela puisse se mettre
rapidement sur pied? Alors ça, oui, c'est malheureusement En place. pas du tout de notre ressort à nous, Union des ports de France, mais nous, ce que l'on dit au ministère, avec qui on a de bonnes relations, il faut bien le reconnaître, c'est que il faut aller aussi vite que possible, hein, de telle façon que les gens qui maintenant sont prêts à bouger puissent le faire. Voilà. Et donc on espère bien qu'ils vont trouver le créneau nécessaire pour pouvoir passer ces différentes lois et autres réglementations nécessaires pour faire fonctionner les ports d'outre-mer. Merci d'avoir été ce matin avec nous, François Soulet de Brugière. On rappelle que vous êtes le président de l'Union des ports de France et que vous animez tout à l'heure à la Batelière cette réunion de la Commission des ports d'outre-mer qui se réunit régulièrement dans nos régions. Bonne journée.